Anime, il n'y a que la vérité qui compte, c'est difficile de ne pas être celui qui, le premier, donne l'exemple. Il fut l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française. Celui qui posait les questions que personne n'osait poser. Celui qui faisait tomber les masques, pleurer les familles, exploser les silences en prime time. Puis, soudain, le décor s'est inversé. Pascal Bataille n'est plus au centre du plateau. Il parle désormais de maladies, de traitements lourds, de fragilité, de temps compté. Et au moment même où l'homme se révèle vulnérable, une autre vague surgit. Les archives, les polémiques, les débats étouffés depuis 20 ans. La télévision est-elle allée trop loin? Qui a payé le prix réel de ces confidences mises en scène? Était-il un simple produit de son époque ou l'architecte d'un système fondé sur la douleur des autres? Et surtout, pourquoi ces questions ressurgissent-elles maintenant, quand le corps lâche et que la lumière s'éteint? Pascal Bataille naît à Paris le 31 janvier 1960, dans une France encore marquée par une télévision pédagogique, parfois rigide, où l'émotion est strictement encadrée. Lorsqu'il entre dans le paysage audiovisuel, le pays change. Les années 90 s'ouvrent sur une nouvelle ère médiatique. La concurrence s'intensifie, les chaînes privées imposent leur rythme et l'audience devient une obsession. La télévision ne se contente plus d'informer ou de divertir, elle doit faire ressentir, elle doit frapper, elle doit retenir le téléspectateur à tout prix. C'est dans ce contexte que Pascal Bataille s'impose. Journaliste de formation, il comprend très tôt que le cœur du public ne se gagne plus avec des faits, mais avec des histoires humaines, des histoires intimes, des blessures, des silences brisés devant des millions de spectateurs. Il ne se contente pas d'être animateur, il devient producteur, concepteur de formats, stratège de l'émotion télévisuelle. Son rôle dépasse celui d'un simple présentateur, il participe à la transformation même du langage télévisuel. À la fin des années 90, la télévision française découvre une recette redoutablement efficace. Confronter les gens à leur passé, provoquer des rencontres impossibles, révéler des secrets enfouis depuis des années. La famille devient un spectacle, les conflits privés deviennent des événements nationaux, les larmes une monnaie d'échange. Pascal Bataille s'inscrit pleinement dans cette dynamique, aux côtés d'autres figures de cette télévision dite de vérité, une vérité scénarisée, encadrée, mais présentée comme brute. Le public suit massivement, les audiences explosent, les programmes qu'il incarne deviennent des rendez-vous incontournables du soir. Dans des millions de foyers, on regarde des inconnus se retrouver, se déchirer, se pardonner ou se rejeter sous les projecteurs. Pour certains, c'est une libération, pour d'autres, une humiliation irréversible. Mais à l'écran, la frontière est floue, et derrière la caméra, la machine avance. À cette époque, peu de voix s'élèvent pour dénoncer les dérives. La société accepte, parfois avec malaise, souvent avec curiosité. La télévision reflète une époque où l'intime commence à se monnayer. Les réseaux sociaux n'existent pas encore, mais la logique est déjà là, exposée pour exister. Pascal Bataille devient l'un des symboles de ce basculement, non par provocation personnelle, mais parce qu'il incarne parfaitement l'esprit du moment. Pourtant, dès ces années-là, une question sourde traverse le paysage médiatique. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce encore du témoignage ou déjà de la mise en scène de la souffrance? Le succès étouffe ces interrogations. Tant que les audiences sont au rendez-vous, le système se justifie lui-même. Et Pascal Bataille, au cœur de ce dispositif, avance sans apparaître comme un bourreau, mais comme un médiateur, un passeur d'histoire, un homme qui donne la parole. Mais donner la parole, c'est aussi choisir quand elle commence et quand elle s'arrête, choisir ce qui sera montré, choisir ce qui restera hors champ. Et c'est précisément là que, des années plus tard, la question du rôle réel de Pascal Bataille va revenir hanter le débat public. Était-il simplement le visage d'une époque ou l'un de ceux qui ont contribué à repousser les limites sans jamais regarder derrière eux? À la fin des années 90, la télévision française entre dans une phase de bascule. Le spectacle ne repose plus seulement sur les vedettes ou les fictions, il se nourrit désormais d'anonymes, de trajectoires brisées, de secrets trop lourds pour rester cachés. Dans ce nouvel écosystème, Pascal Bataille atteint son apogée. Son nom devient indissociable d'une télévision qui promet la vérité, mais la met en scène avec une précision chirurgicale.
Les plateaux sont conçus comme des théâtres émotionnels. Chaque élément est calculé. La lumière isole les visages, la musique prépare le choc, le silence est utilisé comme une arme. Rien n'est laissé au hasard. Le téléspectateur ne regarde plus simplement une émission, il assiste à un moment présenté comme unique, irréversible, une rencontre qui ne se reproduira jamais hors caméra. Cette promesse crée une tension permanente, une attente presque insoutenable. Le succès est immédiat, les audiences grimpent, les annonceurs suivent. La télévision de l'intime devient un produit rentable. Pascal Bataille n'est plus seulement un animateur apprécié, il est en rouage central d'un système puissant, où la frontière entre témoignage et spectacle se brouille chaque soir un peu plus. Son rôle évolue. Il n'est plus seulement celui qui pose les questions, il est celui qui valide les récits, qui décide du moment où la parole éclate, où l'émotion doit surgir. Pour le public, ces émissions offrent l'illusion d'une proximité. Des inconnus parlent comme on ne parle pas chez soi. Des conflits familiaux, parfois vieux de plusieurs décennies, sont réglés en quelques minutes sous les projecteurs. Le téléspectateur devient témoin, parfois juge, souvent voyeur. Et la télévision assume ce regard. Elle le revendique même comme une forme de catharsis collective. Mais derrière cette façade de sincérité, une mécanique plus froide se met en place. Les participants sont préparés, encadrés, parfois poussés à aller plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé. La caméra capte chaque hésitation, chaque tremblement de voix. Le montage accentue les ruptures, prolonge les silences, dramatise les réactions. Ce qui est présenté comme spontané est en réalité soigneusement construit. À ce stade, Pascal Bataille incarne une figure paradoxale. À l'écran, il apparaît calme, presque bienveillant. Il parle doucement, écoute, relance avec précision. Il donne l'impression de maîtriser l'émotion sans jamais la brutaliser. Mais cette maîtrise même devient source de malaise, car celui qui contrôle le rythme contrôle aussi l'impact, et contrôler l'impact, c'est exercer un pouvoir immense sur des vies ordinaires exposées à une audience nationale. Les critiques commencent à émerger, discrètement. Certains observateurs évoquent une télévision qui joue avec les limites psychologiques, d'autres parlent d'une marchandisation de la souffrance. Mais ces voix restent marginales. La majorité du public continue de regarder. Les chiffres dominent le débat. Le succès justifie tout. Et Pascal Bataille, au sommet de sa carrière, symbolise cette télévision qui ose là où d'autres n'osent pas. Ce qui rend cette période si troublante, c'est qu'elle est aujourd'hui regardée avec un autre regard. À l'époque, elle semblait normale, nécessaire, moderne. Aujourd'hui, elle apparaît comme le prélude à une exposition généralisée de l'intime que les réseaux sociaux amplifieront plus tard. Pascal Bataille n'en est pas l'inventeur unique, mais il en est l'un des visages les plus marquants. La question n'est donc pas seulement de savoir s'il a réussi. Il a réussi, incontestablement. La vraie question est plus dérangeante. À quel prix cette réussite a-t-elle été obtenue ? Et surtout, qui a réellement payé ce prix une fois les caméras éteintes et le public passé à autre chose ? Le véritable scandale de Pascal Bataille ne surgit pas sous la forme d'une affaire judiciaire, ni d'une chute brutale provoquée par une révélation soudaine. Il s'installe lentement, presque sournoisement, à mesure que le temps passe et que le regard de la société change. Pendant des années, ces émissions ont été regardées, commentées, parfois critiquées, mais rarement remises en cause de façon frontale. Puis, au moment même où sa santé devient un sujet public, le passé refait surface avec une force nouvelle. Lorsque Pascal Bataille évoque publiquement son combat contre un cancer du poumon, l'émotion est immédiate. Les médias parlent d'un homme affaibli, courageux, lucide face à la maladie. Le public découvre un autre visage, celui d'un professionnel de la télévision confronté à sa propre finitude. Mais très vite, quelque chose se produit. Les hommages se mêlent aux interrogations, les archives ressurgissent, les séquences emblématiques des années 90 et 2000 sont rediffusées, commentées, disséquées. Et la question qui revient, insistante, est toujours la même. La télévision est-elle allée trop loin ? Ce scandale-là n'est pas nouveau, il était simplement en sommeil. À l'époque de la diffusion originale de ces programmes, la société française acceptait, parfois avec gêne, souvent avec fascination, que l'intime soit exposé comme jamais auparavant. Les participants signaient, acceptaient, entraient dans le jeu. Le cadre légal était respecté. Mais le cadre moral, lui, restait flou.
Aujourd'hui, avec le recul, les mêmes images provoquent un malaise. Des confrontations familiales imposées, des révélations faites sous pression, des silences forcés à céder face à l'insistance de la caméra. La maladie agit comme un déclencheur symbolique. Quand celui qui interrogeait devient celui dont on parle, la mécanique se retourne. Les chroniqueurs, les sociologues des médias, les anciens participants parfois, se demandent si cette télévision dite de vérité n'a pas laissé de traces durables. Pascal Bataille devient alors, malgré lui, le symbole d'un système, non parce qu'il aurait été le seul à l'incarner, mais parce que son nom y est intimement associé. Un autre scandale, plus diffus, se greffe à ce premier débat, celui de sa disparition progressive des grandes chaînes. Il n'y a jamais eu d'annonce officielle, pas de mise à l'écart spectaculaire, simplement une absence. Moins d'émissions, moins d'invitations, une présence réduite à l'arrière-plan. Certains y voient les conséquences directes de la maladie, d'autres parlent d'une télévision moderne qui ne veut plus de ce passé encombrant. La vérité reste incertaine, et cette incertitude nourrit les spéculations. Dans les coulisses, les mentalités ont changé. La parole des participants est désormais davantage protégée. Les notions de consentement, de manipulation émotionnelle, de responsabilité éditoriale occupent une place centrale. Ce qui était toléré hier est aujourd'hui questionné, parfois condamné. Et c'est là que le scandale prend une dimension presque tragique. Pascal Bataille n'est pas accusé d'avoir enfreint la loi. Il est confronté à un procès moral rétrospectif, rendu possible uniquement parce que les valeurs ont évolué. Ce procès n'est jamais formel. Il se joue dans les tribunes, sur les plateaux de débat, dans les colonnes des journaux. On se demande s'il était un simple exécutant, porté par les attentes de l'audience et des chaînes, ou un acteur conscient de la violence symbolique qu'il mettait en scène. Était-il un homme de son temps, ou l'un de ceux qui ont contribué à déplacer les limites sans jamais les redéfinir? Le plus troublant, c'est que ce scandale ne vise pas uniquement Pascal Bataille. En réalité, il interroge toute une génération de téléspectateurs. Car ces émissions n'auraient jamais existé sans public. Les audiences massives prouvent une chose, la souffrance exposée ne choquait pas suffisamment pour détourner le regard. Elle fascinait, elle retenait, elle divertissait. Le scandale n'est donc pas seulement d'un producteur ou d'un animateur, il est aussi d'une société qui a accepté, voire réclamé, que l'intime devienne un spectacle. À mesure que ces questions se multiplient, l'image de Pascal Bataille se transforme. Il n'est plus seulement l'homme malade que l'on plaint, il devient une figure ambivalente, à la fois victime du temps qui passe et représentant d'un héritage dérangeant. Et c'est précisément cette ambivalence qui rend son histoire si inconfortable. Ni un n'est totalement condamnable, ni un n'est totalement excusable. Il ne reste que des zones grises, là où le scandale ne fait pas de bruit, mais laisse des traces profondes. Après les débats, après les archives ressorties, après les questions morales qui s'accumulent, il reste une réalité plus discrète, mais plus lourde encore, celle de l'après. Pascal Bataille ne connaît pas une chute spectaculaire, il ne disparaît pas dans un scandale fracassant, il s'efface lentement, presque imperceptiblement, comme si la télévision elle-même avait choisi de tourner la page sans jamais le dire ouvertement. La maladie impose d'abord son rythme, les traitements fatiguent, le corps devient imprévisible. L'homme qui contrôlait le tempo des émissions découvre un quotidien dicté par les rendez-vous médicaux, les effets secondaires, l'incertitude. Cette fragilité nouvelle bouleverse tout. Elle réduit la distance entre celui qui observait la souffrance des autres et celui qui doit désormais composer avec la sienne. Pour la première fois, Pascal Bataille n'est plus maître du cadre. Il ne décide plus quand l'émotion commence ni quand elle s'arrête. En parallèle, le paysage audiovisuel a changé. Les grandes chaînes cherchent d'autres visages, d'autres formats, d'autres récits. La télévision d'aujourd'hui se veut plus prudente, plus encadrée, parfois plus lisse. Les codes qui ont fait la force de Pascal Bataille apparaissent désormais datés, voire embarrassants. Son absence des programmes de grande écoute devient un fait, pas un événement, un glissement. Et dans ce silence, une question s'impose, a-t-il été écarté ou a-t-il compris qu'il n'y avait plus de place pour ce qu'il représentait ? Cette mise à distance nourrit une crise plus profonde, celle de l'identité. Qui est-on lorsque le rôle public qui a défini toute une vie disparaît ? Pascal Bataille a longtemps été celui qui interroge, qui orchestre, qui révèle.
Sans plateau, sans caméra, sans public, il doit se confronter à une forme de vide, un vide que la notoriété masquait jusque-là. Le succès avait donné un sens, une utilité, une reconnaissance. Son recul brutal laisse place à une solitude que peu de figures médiatiques osent avouer. La perception du public achève de compliquer cette épreuve. Certains expriment de la compassion, d'autres restent critiques, incapables de dissocier l'homme affaibli de l'animateur d'hier. Cette ambiguïté enferme Pascal Bataille dans une position inconfortable, ni pleinement pardonné, ni clairement condamné, simplement jugé à travers le prisme d'un héritage controversé. Et cette tension pèse lourd, car elle empêche toute lecture apaisée de son parcours. Ce qui frappe dans cette phase de sa vie, c'est l'absence de discours définitif. Pascal Bataille ne se pose pas en victime, il ne règle pas de compte public, il ne tente pas de réécrire l'histoire. Il accepte, semble-t-il, d'être perçu comme une figure complexe, marquée par son époque. Cette retenue alimente à la fois le respect et le malaise, car le silence ici n'efface rien, il laisse simplement les interprétations se multiplier. La chute de Pascal Bataille n'est donc pas celle d'un homme brisé par un scandale, mais celle d'un professionnel confronté à la fin d'un monde. La télévision qu'il a portée n'existe plus sous la même forme, les règles ont changé, les regards se sont durcis, et dans ce nouvel environnement, son parcours apparaît comme un miroir cruel, celui d'une société qui célèbre, exploite, puis questionne, parfois trop tard, ce qu'elle a elle-même encouragé. L'histoire de Pascal Bataille ne se referme pas sur une morale simple. Elle refuse les verdicts faciles. Elle ne dit pas clairement qui a eu tort, ni qui mérite d'être absous. Elle laisse derrière elle une sensation plus dérangeante, celle d'un héritage impossible à trancher. Car au fond, Pascal Bataille n'est ni un monstre médiatique, ni un martyr de la télévision. Il est le produit d'une époque, et en même temps l'un de ceux qui l'ont façonné. Pendant des années, il a incarné une télévision qui promettait la vérité, mais qui la mettait en scène pour mieux la rendre supportable, consommable, rentable. Une télévision où l'émotion devenait un outil, où l'intime se transformait en spectacle collectif. Cette télévision-là n'existe plus vraiment aujourd'hui. Elle a été remplacée par d'autres formes d'exposition, parfois plus violentes encore, mais diffusées ailleurs, sur d'autres écrans, sans animateur identifiable pour en porter la responsabilité. Lorsque Pascal Bataille parle aujourd'hui de maladie, de fragilité, de temps qui se rétrécit, le contraste est saisissant. Celui qui dirigeait les récits se retrouve pris dans le sien. Et ce récit échappe à toute mise en scène. Il n'y a plus de plateau, plus de musique, plus de silence calculé. Il n'y a qu'un corps éprouvé et une parole rare. Cette vulnérabilité change la manière dont son parcours est relu. Elle n'efface pas les controverses, mais elle les humanise. La vraie question que pose son histoire dépasse largement sa personne. Elle concerne notre rapport collectif à la télévision, au voyeurisme, à la responsabilité partagée. Car si ces émissions ont existé, c'est aussi parce qu'elles ont été regardées, aimées, attendues. Pascal Bataille a offert ce que le public demandait, dans un cadre que la société acceptait. Peut-on alors juger un homme sans interroger le système qui l'a porté et les spectateurs qui l'ont soutenu ? Son retrait progressif de la scène médiatique agit comme un épilogue silencieux. Il ne revendique rien, il ne réclame pas de réhabilitation, il laisse derrière lui des images, des débats, des souvenirs inconfortables. Et peut-être est-ce là sa trace la plus durable, avoir obligé, des années plus tard, une société à se regarder elle-même et à se demander jusqu'où elle est prête à aller pour être émue, divertie, captivée. L'histoire de Pascal Bataille n'est pas celle d'un scandale spectaculaire, c'est celle d'un glissement, d'une époque qui a cru pouvoir tout montrer, d'un homme qui a accompagné ce mouvement sans toujours en mesurer les conséquences, et d'un présent qui, face à la maladie et au silence, se retrouve contraint de poser une dernière question, sans réponse définitive. Avons-nous vraiment changé, ou avons-nous simplement déplacé nos écrans ?